Salut la famille, salut à tous, salut aux élèves classe de terminale. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo concerne le dernier chapitre de la physique du programme de la terminale. Donc, il s'agit du chapitre sur les réactions nucléaires provoquées de la partie physique nucléaire. Ok? Je suis un peu enrhumé, mais on va essayer quand même. Ok, donc, on va commencer par les généralités. Définition. C'est quoi une réaction nucléaire provoquée? Une réaction nucléaire provoquée est le résultat du bombardement du noyau d'un isotope donné par des particules de nature donnée. Vous allez comprendre tout ça là tout de suite. Donc, toute réaction nucléaire provoquée peut se mettre sous cette forme. On a un petit x plus grand X. On a un petit y plus grand Y. Ce petit x là, c'est la particule qui va venir percuter, c'est-à-dire bombarder notre nucléide. Ok? Parce qu'on vous a dit ici dans la définition, bombardement du noyau d'un isotope. Donc, bombardement, c'est on va utiliser des noyaux pour bombarder des noyaux. Donc, la particule petit x là, c'est la particule incidente ou projectile. C'est ça qui va venir percuter cette grosse particule là. Donc, grand X, c'est le noyau cible. C'est comme si c'était petit x, c'est la balle et grand X, c'est la cible. Donc, on vient bombarder cette particule là. D'accord? Et le résultat que ça va donner produit une particule ici, petit y, et grand Y là, c'est le noyau résiduel. Donc, ce qui va rester du noyau X au départ. Donc, il y a deux gros noyaux, grand X et puis grand Y. X, c'est une particule, c'est-à-dire par exemple un neutron comme ça, qui va donc venir percuter le noyau grand X et ça va former une autre petite particule, par exemple un autre neutron par exemple. Mais un noyau résidentiel. Voilà. Ça, c'est juste pour faire en termes de pour généraliser la chose, en fait. OK? Généralement, c'est comme ça. Donc, ces genres de réactions-là, on peut écrire ça avec une notation abrégée en écrivant X, entre parenthèses, petit x, petit y. C'est comme des coordonnées, en fait. Donc, X étant la particule qu'on veut bombarder, là. C'est-à-dire la cible. Maintenant, X, c'est la particule qui va venir percuter la projectile. Et Y, c'est la particule, la petite particule qui sera formée après. D'accord? Voilà. Vous voyez ici que le noyau résiduel là, on n'a pas besoin de ça ici. Donc, on peut abréger. Si vous voyez ça dans un exercice ou dans un devoir à l'examen, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que bon, bien évidemment, vous n'allez pas avoir des X et des Y. Vous allez avoir des choses, des corps chimiques, comment on appelle, genre des noyaux, des lettres. OK? Par exemple, si je dis U, ça veut dire uranium 235, par exemple. OK? Voilà. Et puis ici, N, un neutron, par exemple. OK? Donc, qui va produire une autre particule. Donc, ces deux particules-là, une est la projectile, l'autre est la particule produite. Voilà. Le noyau résiduel là, pardon, on n'a pas besoin de ça. Voici un exemple. Donc, je prends ici la particule alpha. J'espère que vous vous souvenez que l'hélium, la 4 là, ça c'est, on a nommé sa particule alpha. Et je pense que les chapitres précédents, non, non, pas les, oui, chapitre précédent. OK? Réaction alpha là.
On a vu alpha, bêta, et puis bêta moins, bêta plus, et puis bêta moins. Donc, ici, cette particule va venir percuter cette particule N14. OK? Et ça va produire, cette particule va venir percuter ce noyau N14. Et ça va produire une autre particule, un proton. Et voici notre noyau résiduel. Vous voyez? Donc, le petit x ici sera représenté par ça. Le grand X, c'est N14. Petit Y, c'est cette petite particule. Le grand Y, c'est le O17. C'est ce noyau-là. Donc, faut pas que ça va vous embrouiller. Si, par exemple, on mettait l'hélium là, derrière, et puis les N devant, c'est la même chose. Hein. Voilà. Sachez que les particules, les petites particules là, c'est ça qui est, celle qui est avant la flèche, c'est ça qui est X. Les petites particules qui est après la flèche, c'est ça les Y. Les petits Y. Hein. Petit X, les petits Y. Maintenant, les noyaux qui sont là, le noyau qui est avant la flèche, ça c'est les grands X. Et le noyau après la flèche, ça c'est les grands Y. Et noyau résiduel. Donc, on peut résumer cette équation-là en écrivant comme ça. Voilà, N14, 7. Alpha, j'espère que vous comprenez. Quand on dit alpha, c'est la particule d'hélium, là, 4. D'accord? Voilà. Et puis, un proton. Proton, vous devez connaître. Quand on dit particule alpha, vous devez désormais connaître que c'est H et 4 ici et puis D ici. Si on dit P comme ça aussi, vous devez avoir que c'est 1, 1. Si on dit N, vous devez savoir aussi le nombre, c'est-à-dire le nombre de charges et numéro atomique de chaque particule. Vous êtes censé savoir ça. OK? Donc, si on vous donne uniquement ça, vous pouvez reproduire ça. Puisque vous allez savoir que à cause de la conservation, si vous faites 14 plus 4, 4 plus 14, ça fait combien? Ça fait 18, non? Vous voyez, 1 plus 17, ça fait 18. Donc, si vous connaissez les 3, parce que là, le N14 est déjà connu. Alpha aussi, vous êtes censé connaître que la particule alpha, c'est celui-là. Et P aussi, P c'est connu aussi. Donc, si vous connaissez 1, 2, 3, vous pouvez vous pouvez retrouver celui-là. En faisant tout simplement 14 plus 4, ça fait 18. 18 moins 1, ça fait 17. Donc, vous savez que la particule qui sera formée là, nombre de masse, 17. D'accord? OK. Vous faites maintenant 2 plus 9, 7, ça fait 9, non? 9 moins 1, ça fait 8. Donc 8. Numéro atomique le numéro atomique va vous permettre de savoir que c'est de l'oxygène. Depuis la seconde, vous connaissez les numéros atomiques des éléments chimiques là. 8, c'est oxygène. Parce que le numéro atomique est identique pour tous les isotopes. On vous a déjà dit ça aussi. Donc, seulement à cause du 8 là, vous pouvez savoir que c'est O vous devez mettre. Ce n'est pas une autre lettre, c'est seulement O. C'est O qui a le numéro atomique 8. Voilà. D'accord, on continue. Donc ça, c'était la définition. Ok, on vous dit ici que le noyau résiduel là, c'est-à-dire ici, par exemple, O17, peut être éventuellement en état excité et émettre des photons. Dans les chapitres passés, on a parlé de ça, photons là. État excité pour désexciter et puis redevenir à l'état fondamental. On a parlé de tout ça. Ok, on continue. Petit D, du premier grand point, bilan énergétique. L'énergie qui est mise en jeu avec ces réactions. Donc, si on prend cette réaction, petit x plus grand y, petit x plus grand x, qui donne petit y plus grand y, donc la cible
est généralement fixe. Donc, pour vous dire que lui là, le grand X là, c'est ça la cible. On vient juste de définir ça. Il ne bouge pas. Donc, c'est bien fixe. Ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. C'est ce que ça veut dire. OK. Dans les systèmes du laboratoire. Donc, la cible étant fixe, le bilan énergétique là représente la valeur d'énergie cinétique du système. Donc, on aura quelque chose comme ça. Q égale à l'énergie cinétique du Y, petit y, plus énergie cinétique du grand Y, moins énergie cinétique du petit x. Donc, c'est-à-dire, l'arrivée là, moins départ. Mais comme on a dit que grand X là est fixe, immobile, ça veut dire énergie cinétique ici, c'est 0. Donc, c'est comme si vous faisiez les deux énergies cinétiques de C là, moins l'énergie cinétique du petit x uniquement. Voilà. Énergie cinétique du petit y, c'est ça qui est là. Énergie cinétique du grand y, celui-là, moins énergie cinétique du petit x. Et ce grand x est fixe. Son énergie cinétique est nulle. Donc, l'énergie totale du système maintenant se conserve. On va faire intervenir les masses maintenant. M fois C au carré. M fois C au carré et les énergies cinétiques. Donc, le petit x, la masse de ce petit x-là, multiplié par C au carré, plus son énergie cinétique, la masse du grand X fois C au carré, mais comme grand X, son énergie cinétique est nulle, donc pas besoin de mettre quelque chose ici concernant cela. On fait pareil pour les deux éléments qui sont de l'autre côté de la flèche, le petit y, my, c au carré, plus et c du petit y. Pareil pour le grand y, sa masse va c au carré, plus son énergie cinétique. Voici ce qu'on a. Donc, à gauche et à droite. Parce qu'on a dit conservation. Conservation. OK? Conservation. L'énergie totale du système. Est-ce que vous comprenez? L'énergie totale du système se conserve. Donc là, on inclut toutes les énergies. Donc, on peut ramener tout ce qui est M, C au carré là à gauche et tout ce qui est énergie cinétique à droite. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Sauf que on a factorisé par C au carré. D'accord? Donc, mx, grand mx, celui-là, comme lui-là était là, en revenant à gauche, il devient négatif. Pareil ici, les my là, grand y là, était à droite, donc on le ramène à gauche, il va devenir négatif. Voilà pourquoi on a moins ici, moins ici. Donc on a factorisé par C au carré. Voilà. Donc, tout ça là, c'est différence de masse par C au carré, égale à ces énergies-là. C'est la même chose ce qu'on avait ici. Donc, on peut dire que ça, c'est Q. Q égale à donc à ça. Puisque les énergies, la somme de ces énergies cinétiques-là, on avait dit que c'est ça qui est Q, non? Voilà. Donc, on peut conclure que ça, c'est égal à Q aussi. Q égale à différence de masse là, fois C au carré. Voilà. Donc, soit vous utilisez les énergies cinétiques, soit vous utilisez différence de masse et vous utilisez le vieux fou là, mc au carré égale à énergie. La formule de Albert Einstein. OK? Donc, vous avez deux possibilités pour ce qui concerne l'énergie. Soit vous utilisez les énergies cinétiques, soit vous utilisez
différence de masse. D'accord? Sauf que vous devez faire attention, hein. Pour les énergies cinétiques, là, vous faites arriver moins départ. C'est-à-dire ce qui est de l'autre côté de la flèche à droite, moins ce qui est à gauche. D'accord? Mais pour les masses, si vous voulez utiliser les masses, M fois C au carré, là c'est le contraire. Vous faites masse départ moins masse d'arrivée multiplié par C pour avoir la différence de masse. Et ça, c'est vraiment important. Si ça, c'est chapitre vient à l'examen, vous êtes sûr que ces gens d'exercice ne peuvent pas manquer. Voilà. Si c'est chapitre, hein. Mais généralement, le plus souvent, ils aiment amener les trucs là, radioactivité, là. Voilà. Avec alpha et trucs. Radioactivité alpha, radioactivité bêta moins, bêta plus. D'accord? Mais si ça là, c'est bien, le bilan énergétique là est important. Donc, vous avez deux possibilités. J'insiste sur ça parce que c'est important. Soit vous utilisez les énergies cinétiques, soit vous utilisez donc la différence des masses. Donc, pour les énergies cinétiques, vous faites l'arrivée moins départ. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait la somme de ce qui est à droite là, moins ce qui est là. Alors que pour les masses, on a fait le départ, c'est-à-dire c'est là, x là, l'air masse, moins masse de ce qui est arrivé là, multiplié par énergie cinétique. Ok, continue. On attaque maintenant ce qu'on va appeler, bon, si je remets ça ici, le bilan énergétique, ça c'est juste le bilan là que j'ai remis ici. Donc, si vous êtes à l'extérieur et vous observez ça, il y a trois possibilités pour ces systèmes-là. Première possibilité, c'est le cas où le Q là est positif. En ce moment, la réaction là est exo-énergétique. La réaction est exo-énergétique, c'est-à-dire la réaction libère de l'énergie. Et c'est ce que nous, on veut. On a besoin de ça. Si maintenant AQ est nul, ça veut dire ça, c'est comme si c'est nul, quoi. Les noyaux de l'état final et de l'état initial sont identiques. Voilà. Donc, on appelle ça phénomène de diffusion. Maintenant, les cas où c'est négatif même, là, la réaction même est en d'autres, c'est-à-dire la réaction absorbe de l'énergie. La réaction nécessite de l'énergie pour se dérouler. Donc, cette réaction-là peut se produire que si la particule incidente-là possède une énergie cinétique supérieure à un certain seuil. Il faut que le seuil, un seul soit dépassé pour que la réaction se produise. Généralement, c'est le premier cas-là qui est intéressant parce que c'est ça on utilise dans les centrales nucléaires pour produire de l'énergie. Et c'est ça qu'on va attaquer maintenant, la fission. La fission nucléaire. Donc, c'est quoi la fission? Présentation. La fission nucléaire est le phénomène par lequel un noyau atomique lourd, noyau atomique lourd, vous connaissez, non? C'est-à-dire le nombre de masses là, élevé. D'accord? Donc, un noyau atomique lourd est scindé en deux ou plusieurs nucléoïdes, plus lésés. Donc, plusieurs nucléoïdes ou bien des nucléoïdes dont le nombre de masses est moins élevé. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça la définition à peu près. Donc, ce type de réaction-là, on provoque ça en utilisant un neutron. La réaction amorcée par un neutron lent ou neutron thermique. L'électron lent ou thermique là est un neutron qui a été ralenti en fait, avec une série de chocs. Donc c'était très rapide, mais on fait des chocs pour ralentir les neutrons. Voilà, pour lui offrir plus de chances quoi, d'interagir
d'amorcer notre réaction. Voilà. Exemple, voici un exemple, cette figure-là, schéma-là qui montre. Vous voyez, on vous a dit que les réactions là sont généralement amorcées par un neutron lent. Donc voici un neutron qui est là. Et voici notre noyau, on va dire la cible. Donc on parlait tout aussi des cibles là et projectiles. Ça, les neutrons ici, ça c'est les projectiles. Parce que précédemment, dans la petit d, c'est fission, mais en petit 1, on avait vu, c'est-à-dire dans la première partie, on avait parlé de réaction nucléaire provoquée et dedans, on a parlé de, je recule un peu pour vous montrer. Voilà. Ça là, voilà, la cible qui est grand X et ça, c'est projectile. Voilà, la particule qui est formée et puis les noyaux résidentiels. OK? Donc, c'est la même chose ici. La cible, c'est le gros noyau là. Voilà. On a dit noyau atomique lourd. Donc 235, l'uranium 235. OK? Donc, les neutrons là va venir percuter, va venir cogner ce noyau lourd là, c'est l'uranium 235. Et ça va provoquer la division de ces noyaux là. Ça va se scinder en deux. Donc, la fission. Ça va se scinder en deux pour donner un autre noyau ici et un autre par là. Donc, deux noyaux plus légers avec encore deux autres neutrons. Mais ces petits trucs-là seulement peuvent produire 200 meufs. Est-ce que vous voyez? Avec cette petite réaction, vous pouvez obtenir 200 mégaélectronvolts. Donc, c'est ça, cette technique qui est utilisée dans les réactions et dans les centrales nucléaires là, pour fournir de l'énergie. D'accord? Voilà. D'autres exemples. Voici un autre exemple. Toujours l'uranium 235, parce que vous entendez souvent l'uranium dans les centrales nucléaires, on utilise l'uranium pour produire choses. Voilà, c'est parce que cet uranium-là, cet isotope de l'uranium est beaucoup utilisé dans les centrales nucléaires aussi. Donc, 235 bombardé et, par un neutron qui donne ces deux noyaux-là, avec deux autres neutrons. Voilà, c'est comme ici. Donc, il y a plusieurs possibilités. Tout dépend seulement du nombre de masses que ça va donner. Par exemple, ici, ça s'est scindé à 100, 135 et 139, 95. Là, c'est 140 puis 94. Voilà. OK? Donc, juste une différence de 1. C'est comme si vous enlevez 1 ici, 95, ça devient 94. Vous mettez ici. Ça fait 140, non? Voilà. Mais toujours, quand même, ça se conserve. Hein. Un autre exemple, l'uranium toujours 235, bombardé par un neutron, qui donne ces deux particules, ces deux noyaux là, plus légers. Mais cette fois-ci, avec trois autres neutrons. Voilà, j'espère que j'ai compris. Donc, c'est ça qu'on appelle la fission nucléaire. C'est ça qui est utilisé dans les centrales nucléaires. D'accord? On continue. Réaction en chaîne. Donc, réaction en chaîne là, si vous avez compris ce on vient juste de faire là, la fission là, le reste là, et réaction en chaîne là, ne doit pas être un problème pour vous. Donc, voici un peu une illustration. On a départ ici un noyau d'uranium et
ce neutron-là qui vient percuter ce noyau d'uranium. Et le noyau va se fissurer, se scinder en deux, donner ici et là, et produire encore deux neutrons. C'est comme l'exemple qu'on vient juste de voir. Vous voyez? Ici, il a produit deux neutrons, celui-là et celui-là. Deux neutrons. OK? Donc, la même chose ici. Voilà. Ces noyaux-là se scindent en deux et donnent des neutrons. Ces deux neutrons qui sont produits là vont aller encore percuter deux autres noyaux d'uranium qui vont encore, c'est-à-dire la même chose va se répéter, donner des autres produits, des fissions et des, souvent ça va être trois neutrons aussi, on a vu tous aussi, ces cas aussi, et ainsi de suite. Donc c'est ça on appelle chaîne, réaction en chaîne là. Donc, on vous dit, on observe une réaction en chaîne lorsque les neutrons libérés au cours d'une première étape de fission, et après ralentissement, attaquent le noyau lourd et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà. On va parler des nucléoïdes fissiles et nucléoïdes fertiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Fertile, fissile. Donc, un nucléoïde est dit fissile si un neutron thermique peut provoquer sa fission. Donc, neutron thermique peut provoquer sa fission nucléaire. Voilà. On en connaît quatre. Quatre nucléoïdes fissiles qui sont actuellement utilisés. Les voici. L'uranium 235, l'uranium 233, et ça c'est polonium, non, c'est pas polonium, et 230, c'est 94, c'est du plutonium. Le plutonium 239, plutonium 241, voilà. Donc voici les quatre nucléoïdes fissiles qui sont utilisés, les plus utilisés actuellement. Donc, parmi ces nucléoïdes-là, ces quatre-là, 1, 2, 3, 4, celui-là, l'uranium 235 là, est naturel. Donc, l'uranium, vous avez des mines d'uranium partout. Hein? Donc, celui-là est naturel. Et il représente 0,71% de l'uranium. Voilà. Le reste ne contient pratiquement que de l'isotope 238. C'est-à-dire que le reste de 0,71 seulement est 235. Le reste du pourcentage là, c'est-à-dire 0,80, plus de 90%, je parle de 0, 98, 99,29 comme ça. C'est 238. Bon, on s'en fout de ça. Hein. Continue. Donc, les nucléoïdes naturels là, susceptibles d'engendrer des nucléoïdes fissiles, c'est-à-dire que il y a d'autres nucléoïdes naturels qui peuvent engendrer des nucléoïdes fissiles. On vient de vous dire que les nucléoïdes fissiles, on en a quatre qui sont utilisés actuellement. C'est là qui sont nucléoïdes fissiles. Et ils sont fissiles parce qu'ils sont, et, ils peuvent être scindés, c'est-à-dire leur fission peut être provoquée par un nucléon thermique. Ok? C'est pour cela qu'on appelle les nucléoïdes fissiles. Maintenant, il y a d'autres nucléoïdes qui ne sont pas fissiles,
mais qui peuvent engendrer des nucléoïdes fissiles. Donc, ceux-là, on les appelle fertiles, des nucléoïdes fertiles. Voici un exemple. Par exemple, l'uranium 238 là. Donc, avec un neutron, parce qu'on a c'est toujours sous l'action des neutrons, hein, avec un neutron, il devient l'uranium 239. Et l'uranium 239 là, c'est comme une chaîne. C'est ça qui est là, qui peut donner celui-là. Plus électrons, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir du plutonium 239, qui est ici cité parmi les 4 nucléoïdes fissiles utilisés actuellement. Donc, à partir de là, de l'uranium 238, on a obtenu plutonium 239. Donc, ça veut dire que lui là, l'uranium 238 là, est capable d'engendrer du plutonium 239 qui est fissile. Donc, il est dit fertile. Cet uranium 238 là, il est dit fertile à cause de ça. Donc, l'uranium 238 là est fertile parce qu'il peut engendrer le plutonium 239 qui est fissile. Ok, on va parler maintenant de l'énergie libérée par ça. L'énergie qui est libérée là, lors d'une réaction nucléaire provoquée, peut s'écrire en fonction de la perte de la masse de la réaction. Donc, pour les pertes, j'ai déjà expliqué ça, hein. Pour les masses, soit vous utilisez perte de masse, soit vous utilisez les énergies cinétiques là. Donc, masse initiale moins masse finale, c'est au carré. Donc, c'est comme si vous faisiez l'énergie de liaison initiale moins l'énergie de liaison l'énergie de liaison finale moins l'énergie de liaison initiale. Donc, soit vous faites pour les masses là, masse initiale moins masse finale, multiplié au carré. Généralement, c'est ça que les gens utilisent le plus souvent. Je pense qu'on va faire un exercice tout de suite en utilisant cette méthode-là. Vous allez voir. Ok, on va parler maintenant de fusion. Ce qu'on vient de voir finir là, c'est fission. Là, maintenant, on parle de fusion. La fusion nucléaire. Énergie libérée dans cette fusion nucléaire-là. Deux nucléoïdes de nombre de masses faibles, sont faibles, nombre de masses faibles, peuvent se fusionner, c'est-à-dire se croiser pour donner un nucléoïde qui a un nombre de masses plus élevé. Donc, c'est ça qu'on appelle la fission nucléaire ou encore thermonucléaire. Donc, voici un exemple. HD ici, plus un autre HD, qui donne H3 plus H1. Ça, c'est juste un petit exemple. Donc, cette réaction-là, nucléaire de fusion-là, ça génère beaucoup d'énergie exo-énergétique. Donc, l'énergie libérée par cette fission peut s'exprimer en fonction de la perte de masse ou en fonction de l'énergie de liaison, comme ce qu'on vient juste de voir, le noyau. Voilà. Voici un autre exemple, illustré ici par ce schéma-là. Vous avez ici H2 plus H3 qui vont se réunir et qui vont donner un H4. HE4, pardon, plus un neutron. Donc, c'est là, voici les énergies. Petit truc comme ça, voici ce que ça fournit comme énergie. 3,5 mégaélectronvolts. 14,1 mégaélectronvolts. C'est la même réaction qui est là. DH là,
puis 3, HD, et puis H3, qui donne He 4, la particule alpha, plus un neutron. Donc, soit vous utilisez les masses, dans ce cas, c'est départ moins arrivé. Donc, vous faites masse de ça, moins masse de ça. H2 plus H3, moins He4, et puis la masse du neutron, que vous multipliez par C au carré. Ou bien vous utilisez les énergies de liaison. Énergie de liaison, en ce moment, vous faites arriver moins départ. Voilà. Ok, j'espère que c'est compris. Pardon, hein. Je suis fatigué, je suis malade. Non, pour réaliser de telles réactions-là, on a besoin d'une température, mais très, 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 très élevée. Donc la température doit être de l'ordre de millions de degrés. Impossible. Il y a des gens qui travaillent pour réaliser ça sur Terre actuellement, hein, je pense. Mais c'est presque impossible. Ça se passe seulement dans les étoiles. Dans les soleils, par exemple, c'est ce qui se passe. Et puis le soleil brille comme ça. C'est la fission qui se passe dans le soleil. J'ai pas eu une photo pour illustrer ça là ici. Ainsi d'application. On vous donne la réaction nucléaire suivante. L'uranium 235. Et puis ici, un neutron. Ici, il y a un X là et il y a un Y là. Très intéressant. OK. Donc, voici les tableaux. Voici les tableaux qu'on vous donne. On vous dit, dans les tableaux là, il y a les masses qu'on vous a données pour chaque élément. OK? Pour chaque élément, il y a les masses qui sont données. Donc, on vous demande de déterminer X et déterminer Y en première question. Et après, on vous demande de calculer l'énergie libérée par cette réaction. OK? Donc, première question, on utilise les lois de conservation là, des charges. Ça, c'est très simple. Ce qui est à gauche, le nombre qui est à gauche, le nombre de charges à gauche doit être égal au nombre de charges à droite. Et c'est ça qui est le nombre de charges, hein, pardon. Nombre de charges à gauche, c'est-à-dire 92 plus 0, doit être égal à nombre de charges à droite. Voilà. Pardon. Nombre de masse aussi. Donc, c'est ça on va utiliser pour déterminer X et Y. X et Y, là, c'est comme les nombres, quoi. Nombre de neutrons et nombre d'électrons. Le X, c'est le nombre de neutrons. Le Y, c'est le nombre d'électrons. Donc, tout en retenant que si le nombre que vous allez mettre ici, là, va multiplier le nombre ici, 1, et va multiplier ici. Pareil là aussi. Le Y, là, va multiplier ça, et va multiplier ça. Donc, il suffit juste de poser pour le nombre de masses. Donc, 35 plus 1. Ça, c'est ce que nous avons à gauche. Et ça doit être égal à 142 plus 91 plus x fois 1. C'est x fois 1 là. C'est ça qui est x. OK? Plus
Parce que s'il y avait 2 ou bien 3 ici, là, vous allez multiplier. Donc, je préfère vous dire que c'est pas x, c'est x multiplié par ce qui est là, là. Donc, c'est x fois 1. Et pareil ici aussi. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas y ici dans la première ligne, mais en réalité, c'est y fois 0. Y fois 0. C'est pour cela qu'il n'y a pas y. Donc, ça, c'est la première équation qui va nous permettre de déterminer x. Très simple. Deuxième équation, pour avoir notre y, 92 plus 0 égale, donc c'est ça qui fait 92, égale à donc 58 plus 40 plus x fois 0. Donc, comme x fois 0, s'il y avait quelque chose ici, vous allez le mettre. OK? Donc, heureusement, il n'y a rien. Ça nous facilite la tâche. Donc, x fois 0, ça fait 0. Donc, on n'a pas mis. Maintenant, y fois moins 1. Y fois moins 1. Donc, ça fait moins y. Donc, si vous voyez ici, on a une seule inconnue. D'ailleurs, on n'a pas besoin du système. Voilà. Donc, à partir de cette équation, on peut obtenir notre y qui est égal à 6. OK. Donc, on va parler maintenant de l'énergie libérée par l'équation. Deuxième question. Donc, ici, comme on vous a donné les masses, donc c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser différence des masses là pour trouver votre énergie en utilisant juste le C au carré. OK? Donc, quand c'est les masses, c'est comme ce que j'ai dit. Vous faites initial moins arrivée. Voilà, départ moins arrivée. Donc, la masse au départ, donc on a l'uranium là, 235 plus le neutron. Pour lui là, ça fait 235,044. Voilà, donc uranium moins M, celui-là. Bon, ils ont inversé ici, au lieu de mettre lui avant de mettre celui-là. Donc, ZR et CE, OK. U 235, moins M de ZR 91, moins M, ceux qui sont là, ils sont à droite. Et moins D fois M de neutron, moins 6 M de l'électron. Donc, d'autres vont demander pourquoi on n'a pas mis masse de ce neutron. Parce que tout simplement, on a un neutron ici, mais 3 neutrons ici. Vous vous rappelez que x égale à combien? X égale à 3. X égale à 3. Donc, ça veut dire qu'il y en a 3 neutrons ici. Donc, c'est comme si on a simplifié un peu, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on a mis moins des neutrons ici. Parce que, normalement, ça devait être un neutron ici, la masse des neutrons ici, moins 3 fois la masse d'un neutron ici. Donc, c'est comme si on a fait 1 moins 3. C'est ça qui fait le moins de là, pour simplifier en même temps. Voilà, le Y étant 6, nombre d'électrons, il y a 6 électrons. Donc, c'est pourquoi on a multiplié 6 fois la masse d'électrons. Voilà, donc, il suffit juste de remplacer maintenant, parce qu'on a toutes les masses qui sont là. OK? Il suffit juste de faire l'application numérique, voilà, et multiplier pour avoir l'énergie. Très simple. OK? Voilà. Donc, je pense que j'ai couru pour finir le programme de physique là, même si chimie là n'est pas fini d'abord, malgré ma condition de santé et tout. Je vous invite vraiment à bosser dur et bon sens à l'examen, surtout pour ce chapitre-là. Merci beaucoup et à bientôt.